Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce vendredi 18 février, il y a la société Agrexco, toujours dans le collimateur d'un collectif d'opposants. La coalition anti-Agrexco lance une procédure judiciaire contre l'importateur israélien de fruits et légumes, mais aussi contre la région. L'État et la région qui continuent leur partenariat financier et dressaient aujourd'hui un bilan intermédiaire de leur contrat qui cofinance sur 7 ans des projets structurants pour un montant total d'1,3 milliard d'euros. Et puis sport avec du foot. Dimanche, le leader lillois débarque à la Mosson. Les Montpelliérains devront faire sans Olivier Giroud suspendu et John Utaka blessé. Mais ils pourront compter en défense sur Emir Spahic. Enfin, 2 invités ce soir en fin de journal. Ils ont fait étape sur ce plateau hier soir. Un entretien enregistré par Pierre-Paul Castelli. L'écrivain Didier Van Covolart et le professeur Philippe Coub sont venus évoquer leur association commune Art Espoir qui œuvre pour soutenir la recherche sur des maladies qui entraînent des handicaps moteurs très graves chez les enfants. Vous retrouvez l'interview à la fin de cette édition. Les anti-Agrexco passent donc à nouveau à l'offensive. Agrexco, c'est cette entreprise israélienne installée sur le port de Sète avec le soutien de la région Languedoc-Roussillon et qui importe des fruits et légumes produits dans les territoires palestiniens. Après de nombreuses manifestations depuis 2 ans, la coalition contre Agrexco veut aller plus loin. Explication, Jessica Péris et Edgar Santander. L'affaire ne date pas d'hier. Au printemps 2009, le président de région Georges Frêche lance un projet, implanter l'entreprise israélienne Agrexco Carmel à Sète. Le mouvement La Coalition s'y oppose. Selon eux, les fruits et légumes importés seraient issus de colonies situées en Cisjordanie et jugées illégales par le droit international. Mais à l'époque, la coalition n'a aucune preuve. Il y a un mois, un huissier de justice s'est rendu au port de Sète sur demande du président du tribunal de commerce de Montpellier. Et à ce stade de la procédure judiciaire, le constat est très clair. Cette saisine de documents permet de caractériser le fait que Agrexco importe en France des produits issus des colonies en violation des normes internationales, la Convention de Genève, Convention de La Haye, qui sont intégrées dans le droit interne et dans le droit communautaire, puisque ces certificats n'ont pas été établis par l'autorité palestinienne et par ailleurs fraudent les droits de douane. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse le plus de caractériser, c'est en fait les fraudes liées à l'exploitation des territoires occupés. D'autant que ces produits palestiniens sous étiquette israélienne sont vendus à des prix concurrentiels sur le marché français. L'autre problème posé par la coalition contre Agrexco, c'est bien l'engagement de la région Languedoc-Roussillon dans ce marché. La région, je pense, depuis le départ de ce projet, sait très bien que Agrexco, qui appartient à 50% à l'État d'Israël, est implanté dans les territoires palestiniens et exporte les produits des colonies. Elle ne veut pas en tenir compte, elle est tout à fait au courant. Nous avons pu la saisir à de multiples reprises en l'informant sur ces faits qu'elle connaissait bien évidemment déjà. Nous allons le faire à nouveau, mais sur des bases légales, puisque nous avons des preuves très précises de ce que nous avançons, à savoir qu'Agrexco est une entreprise qui a des activités criminelles. La région, prise au dépourvu par cette procédure judiciaire, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet pour le moment. L'école Roger Gobil de Saint-André-de-Saint-Gonis a été évacuée ce matin vers 10 h à la suite d'une très forte odeur de gaz. Une cellule spécialisée des pompiers et des agents de GDF ont passé plusieurs heures sur place, mais aucune fuite n'a été détectée. Les 300 élèves du groupe scolaire qui avaient été transférés dans la salle des fêtes ont pu rentrer dans leur école en début d'après-midi. L'État et la région ont fait aujourd'hui un bilan de leur partenariat financier. Le contrat de projet État-région a été lancé en 2007 et court jusqu'en 2013. Un contrat qui cofinance des projets structurants pour un montant total d'1,3 milliard d'euros, 500 millions pour l'État et 800 millions pour la région. Des projets dans différents domaines, l'enseignement, le développement économique, l'environnement, les transports ou la culture. On écoute Damien Larry, vice-président de la région, au micro de Jean Brun. En 2007, on avait un certain nombre de projets qui n'étaient pas finalisés et qui ne se sont pas finalisés. Ça voulait dire qu'on courait le risque de renvoyer des crédits à l'État. On avait par exemple sur le canal du Midi. Le canal du Midi, effectivement, lorsqu'on a négocié le premier contrat de plan en 2006, on n'avait pas vu l'importance d'un certain nombre de choses, notamment la plantation de la mortaison des arbres, etc.
Donc ça c'est un exemple précis. Aujourd'hui on se dit il faut mettre davantage d'argent sur le canal du Midi alors que nous avons des projets qui sont restés ici ou là en rade. Comment se portent les banques? La crise financière n'est-elle qu'un lointain souvenir? Ce matin, c'est la première banque du Languedoc-Roussillon qui livrait ses résultats pour 2010 avec 2 objectifs complémentaires. Continuer à recruter pour remettre du personnel au contact direct de ses clients. Reportage Jean Brun. Arrivé il y a moins d'1 an à la tête du Crédit Agricole du Languedoc, Gérard Bréchet ne cachait pas sa satisfaction au moment d'annoncer les bons chiffres de son entreprise mutualiste. Une banque qui a su passer à travers la crise. Le public a confondu finalement les choses entre des banques spéculatives, des banques de financement, d'investissement qui sont allées sur des marchés risqués, et puis des banques de proximité comme le Crédit Agricole du Languedoc, qui est au service de ses clients, qui n'a pas du tout œuvré dans ces opérations spéculatives. À l'heure du bilan annuel, la Banque historique de l'agriculture se flatte d'avoir injecté en 2010 plus de 3 milliards d'euros de crédit dans l'économie locale, dont la moitié consacrée aux transactions immobilières. Pour accompagner cette croissance, l'établissement a ouvert 34 nouvelles agences en 4 ans dans la région et affiche l'ambition de se recentrer sur ses clients et non sur les produits bancaires. La volonté 2011, c'est de renforcer encore nos équipes commerciales de manière à mieux servir les clients. Il y aura donc, je pense, des embauches nettes au niveau du réseau, au niveau de la caisse du Languedoc. Une caisse qui investira dans les 5 ans à venir 50 millions d'euros dans les énergies renouvelables. Économie toujours avec l'aéroport de Montpellier qui continue son développement. Le tour opérateur Fram annonce qu'il relance son activité vers la Tunisie avec l'ouverture d'une nouvelle ligne. Une liaison Montpellier-Djerba sera assurée chaque dimanche à partir du 29 mai prochain. Fram indique également qu'il va renforcer le trafic aérien vers Monastir et rappelle l'ouverture dès le 27 février d'une liaison vers le Maroc avec un vol Montpellier-Marrakech prévu également chaque dimanche. Et on ouvre la page sport de ce journal avec du bowling. Une fois n'est pas coutume car un master de bowling a lieu pendant tout le week-end à Montpellier, au bowling de l'avenue de la Pompignane. Une compétition nationale qui a démarré aujourd'hui avec 160 participants, dont 66 de la région et une trentaine de Montpellier. Des joueurs âgés de 16 à 80 ans qui vont s'affronter avec un objectif, se qualifier pour une grande finale qui se disputera fin 2011. Le bowling français se situe dans le top 10 au niveau mondial. Derrière les Scandinaves, on écoute un organisateur du Master et un participant au micro d'Edgar Santander. Je vais essayer de figurer parmi les meilleures places. Il y a eu un Master au mois de novembre dernier pour lequel j'ai fini 5e. Voilà, donc j'aimerais bien faire au moins une aussi bonne place. Les éliminatoires se font sur 8 parties. Donc chaque joueur va disputer 8 parties dans les mêmes conditions de jeu. Et à partir de là, sur le classement sur ces 8 parties, on en prendra 40, puis progressivement on arrivera jusqu'à une finale où il n'y aura plus que 6 joueurs. Et ce sont les 6 meilleurs joueurs qui se disputeront le titre. Sport toujours avec du rugby. Les Montpelliérains, 3e au classement, se déplacent à Castres ce samedi. C'est à 14h30 pour le compte de la 19e journée de Top 14. Et puis il y a du foot dimanche 17h. Le leader lillois est attendu à la Mosson. Les footballeurs montpelliérains passent d'un extrême à l'autre après leur match nul la semaine dernière contre la Lanterne Rouge Arles-Avignon. Ils devront en tout cas composer avec une attaque fragilisée. Olivier Brachard était à l'entraînement ce matin. Quand le leader vient à la Mosson, le MHSC a besoin de toutes ses forces offensives. Hélas, ce sera loin d'être le cas dimanche. Olivier Giroud et Hassan Kabze suspendus, John Utaka, la nouvelle recrue nigériane, toujours blessée. C'est donc Souleymane Camara qui devrait évoluer dans l'axe, avec Haït Fana et Belanda en soutien sur les côtés. Pas de quoi faire douter l'entraîneur René Girard, il maintient des ambitions. L'apport de notre public et je dirais le soutien sera quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier que s'il y a 3 points à prendre, les équipes devant nous sont à 4 points. Voilà, ça veut tout dire. Voilà, restons ambitieux, restons humbles, mais bon, dimanche, il y a 3 points à prendre et il faudra être costaud, on le sait. En défense, Sangari Bokali, aussi suspendu, Emir Spajic devrait assurer la maison orange et bleue. Lui qui avoue avoir été en contact avec Lille lors du mercato d'hiver, semble motivé pour finir en beauté peut-être sa dernière saison au MHSC. Je ne suis plus en contact avec Lille. Je me focalise vraiment sur cette fin de saison avec Montpellier
et j'aimerais bien rééditer la même fin de parcours que l'année dernière. J'apprécie vraiment beaucoup la France et son championnat, alors oui, il se peut que je joue dans une autre équipe de Ligue 1 la saison prochaine. Lille a joué l'Europa League jeudi soir face à Eindhoven avec la moitié de ses titulaires sur le banc, ce qui prouve l'importance de ce choc à la Mosson dans l'esprit lillois. Lille vise le titre de champion de France. Voilà, et puis une bonne nouvelle, défenseur et milieu de terrain montpelliérain Benjamin Stambouli, 20 ans, a décidé de prolonger son contrat avec le Montpellier Hérault de 2 années supplémentaires. Il est engagé avec le club jusqu'en 2015. Handball avec un déplacement périlleux pour le MAHB, une rencontre de Ligue des Champions dimanche à Hambourg. Et il y a de la revanche dans l'air car on se souvient de la défaite des Montpelliérains au match aller face au Hambourg des frères Gilles. C'était leur premier match à l'Arena. L'enjeu majeur de ce week-end pour le MAHB, c'est la première place de leur groupe en Ligue des Champions. Et ça ne sera pas simple dimanche face à 10 000 spectateurs allemands, probablement survoltés. On écoute Patrice Canaillé et le champion du monde Samuel Enrobia au micro d'Olivier Brachard. Le moment décisif, c'est quand il y aura les matchs à élimination directe. Donc pour le moment, on est en phase de reconstruction de l'équipe. On essaye de retrouver un niveau de jeu le plus performant possible. Et on verra où on se situe lors de ce match contre Hambourg. On avance, mais les 2 matchs de championnat que j'ai vus ne m'ont pas donné de garantie absolue par rapport à notre niveau de jeu. Maintenant, vous savez, de temps en temps, c'est quand on rentre dans la compétition qu'à un moment donné les choses se mettent en place aussi. Donc il faut penser, il faut espérer aussi que le début de cette Ligue des Champions va être mobilisatrice au niveau des énergies. Voilà, et on entendra Samuel Enrobia la semaine prochaine, lundi, dans l'émission Sport Sud. Vous aurez les meilleurs moments du match Hambourg-MAHB dans le journal, mais aussi dans l'émission de sport animée par Olivier Brachard. Je vous laisse avec Pierre-Paul Castelli et ses 2 invités, l'écrivain Didier Van Covelart et le professeur Philippe Koub. Très bon week-end à tous. L'association Art Espoir est sur le plateau de TV Sud avec ses 2 animateurs, Didier Van Covelart à ma droite, et puis le professeur Philippe Koub à ma gauche. Bonsoir. Et pourquoi je vous présente ces 2 personnes? Parce que cette association existe parce que vous vous êtes rencontrés. Vous nous racontez cette histoire? Voilà, alors ça commence dans une séance de signature où les lecteurs venaient donner le livre pour avoir une dédicace. Et il y avait un monsieur qui attendait un peu que le gros des lecteurs soit passé, comme souvent les gens ont quelque chose de personnel à vous dire. Et ce monsieur me fait signer le livre pour sa petite fille de 8 ans, Sephora, et il me dit cette chose étonnante: j'espère qu'un jour elle pourra le tenir dans ses mains. Alors je dis pourquoi, et là il m'explique que sa fille a une maladie qui s'appelle la dystonie musculaire déformante, qui donne des mouvements anormaux, des souffrances terribles. On perd la parole parce que les muscles de la parole sont touchés, on perd la motricité. Mais il y a un espoir formidable, me dit ce père, c'est le professeur Koub au CHU de Montpellier, à l'URMA, l'unité de recherche sur les mouvements anormaux. Il est là avec nous. Donc vous vous êtes dit, je vais rencontrer ce monsieur. C'est-à-dire qu'il a mis au point un système de stimulation électrique dans le cerveau qui permet à ses enfants à nouveau de marcher, de parler, de mener une vie normale. Et je trouve cette histoire formidable. Cette histoire m'inspire une fiction et je me dis, on va essayer de rendre dans la réalité ce que la réalité m'a inspiré. Et là, avec le dessinateur Patrice Serre et la grande peintre Soy, on décide la réalisation de ce livre qui s'appelle un roman-gas. C'est la première fois qu'on voit ça. Il y a un roman, le roman d'un côté. Et le manga dont il est question dans le livre, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait croire qu'il est un personnage sorti d'un manga. Que fuit-il dans la réalité pour se réfugier dans l'imaginaire? Et il prétend aussi qu'il a le pouvoir de guérir par la peinture une maladie orpheline. Donc, le livre, publié aux éditions Prisma, est vendu au profit de l'URMA au CHU de Montpellier, le service du professeur Koub. En plus, mon manuscrit, puisque j'écris encore à la main, donc j'ai un manuscrit, je l'ai donné pour qu'il soit vendu aux enchères. Voilà, par Arturial au musée Fabre le 26 mars, ainsi que les tableaux de Soy, qui sont des tableaux formidables qu'elle a donnés pour cette œuvre, et les planches originales de Patrice Serre, plus des œuvres que beaucoup d'artistes régionaux ont données, parfois même créées pour nous. On a compris la démarche pour essayer de collecter des fonds pour votre service, votre unité de recherche. Mais alors, vous allez nous expliquer déjà, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, ce n'est pas une maladie. Ce qui fait l'unité
de ma démarche de recherche, de celle de mon groupe, c'est qu'on utilise une technique de traitement qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, qui est appliquée à des symptômes, des signes anormaux qui provoquent, comme Didier Van Covelart l'a dit, des mouvements anormaux et des douleurs, des déformations. Et donc ces symptômes font partie intégrante de très nombreuses maladies différentes. On est même amené quelquefois à traiter des symptômes dans des pathologies dont on ne connaît pas la cause. La stimulation cérébrale appliquée depuis 1996 à l'enfant, mais aussi bien sûr à l'adulte, a apporté des améliorations considérables, des guérisons des symptômes, pas bien sûr de la cause, mais des symptômes chez un certain nombre d'enfants. Et bien sûr, on a des difficultés parce que c'est un traitement coûteux, parce qu'on a une équipe limitée en nombre. On a des difficultés à faire face à la demande. Je dirais comme beaucoup de centres en France, quand on est dans des activités de pointe, il ne faut pas se plaindre. On a la disponibilité, mais bien évidemment, on aimerait toujours avancer un peu plus. Et en recherche, là par contre, c'est un enjeu réel, parce que tous les chercheurs du monde savent que les résultats de leur recherche ne peuvent être obtenus qu'avec des moyens suffisants. Donc, ma réponse à la démarche extraordinaire des artistes, elle va un peu au-delà de mon rôle, bien sûr, de professeur, je dirais, et de chercheur. Elle répond aussi à ce sentiment positif que j'ai eu quand j'ai vu qu'au travers d'une spontanéité comme la leur, on court-circuitait en fait tout ce qu'il y avait de lourd dans l'administration de la médecine et de la recherche. Mais parce qu'on est des amateurs, des enthousiastes, et on croit que tout est possible, donc ça devient possible. Et qu'on pouvait avancer, c'est une démarche que je connais bien. Un bloc opératoire particulier ou du temps sur le bloc opératoire? On est à l'heure actuelle, du fait bien sûr des moyens qu'on a, obligés de limiter, de contingenter. Hein. Je sais que c'est un mot difficile à entendre en matière de santé, mais c'est une réalité. Et donc tout se chiffre en temps de travail financé. Donc si on a les moyens d'augmenter le temps de travail financé, que ce soit en recherche ou en soins, on va augmenter la qualité de vie des enfants traités, augmenter nos capacités à découvrir encore des choses pour avancer. On a déjà fait beaucoup de choses ici au CHU de Montpellier dans ce domaine, et j'espère que comment vous dire, cet exemple et cette spontanéité des artistes qui va droit au cœur des familles de patients et des médecins. Aussi auprès des mécènes, il faut savoir que, par exemple, la SNCF nous offre l'Orient Express, le train le plus mythique du monde, pour un dîner de gala. Et ça coûte 50 000 € de circulation. Ce sera à Paris, autour de Paris. Autour de Paris, ce sera le 22 mars. Et le prix donc, de ce voyage, l'Orient Express, de ce dîner-voyage de gala, 1 000 € est versé directement à l'URMA. L'assureur Generali a donné aussi une somme très importante, et sur 3 ans, vraiment c'est un projet. Voilà, cette envie d'artistes d'aider, de sauver des enfants et de faire connaître cette maladie et de permettre l'application de ce traitement qui existe, ça fait boule de neige et ça soulève des montagnes, et c'est assez stimulant. À tous les deux. Et alors, parce que faut pas que ce soit réservé à Paris, pour les gens de la région et les gens de Montpellier qui voudraient participer à cette soirée à bord de l'Orient Express, le 22 mars, on peut téléphoner au 01 75 42 97 04 et où il y a un site que peut-être qui sera le site Arespoir. Allez sur Arespoir sur Internet, vous découvrirez tout. Et le livre, donc pour le livre en vente, toutes les librairies. En vente le 24 mars. À partir du 24 mars. L'enfant qui venait d'un livre, c'est un roman. Et quasiment tout l'argent que ça coûte, 22,90 €, ce qui n'est pas très cher vu la réalisation assez magnifique de cet ouvrage, et l'intégralité des sera droits versée, on l'a compris, à l'URMA. Grande partie des droits de l'éditeur. Bravo à tous les deux. Merci d'être venus jusqu'à notre plateau. Et puis, cher professeur, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de vos avancées, de votre travail plus souvent sur cette antenne. Le rendez-vous est pris. Merci à tous.